Bonjour, on va commencer à l'heure et j'ai le plaisir de vous dire quelques mots de bienvenue. Bienvenue pour cette table ronde qui porte le nom « La place des femmes dans la ville et le bâti vers une démasculinisation de l'espace public » à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes que l'EPFL fête cette année sous le thème « La place des femmes, place aux femmes ». Tout d'abord, permettez-moi de profiter de cette occasion pour quand même souligner ici notre solidarité avec la population ukrainienne. On sait que les femmes payent toujours un prix lourd en temps de guerre. Une pensée particulière aussi à cet endroit aux femmes en Ukraine et en Russie qui s'engagent pour la paix, les droits des femmes et les droits des humains et la démocratie. Sous le lien qui est indiqué ici, vous trouvez toutes les informations aussi, comment les PFL vous encouragent pour soutenir la population en Ukraine. Le titre de cette table ronde parle de démasculinisation d'un espace public créé largement par les hommes pour les hommes. Quand on me pose la question pourquoi en 2021 on compte seulement 30% d'étudiantes à l'EPFL, et qu'en fait, ce taux d'étudiantes n'est encore jamais atteint auparavant. Je renvoie souvent au contexte de la création de l'ETH de Zurich. L'ETH a été créé en 1855 en tant qu'université technique de la Confédération suisse qui venait d'être créée 7 ans plus tôt. Une haute école donc pour former une élite scientifique, technique et de l'ingénierie de ce nouvel État et de ses institutions dont les femmes étaient très largement exclues. Au fond, nous devons donc aussi démasculiniser notre idée du métier d'ingénieur. Voilà. Pour continuer à faire ça, on a donc notre nouveau plan d'action égalité 2021-24. Et vous y trouvez, pardon, je dois faire un peu de jonglage, 33 mesures qui ont pour objectif de renforcer l'ancrage institutionnel de l'égalité, une culture organisationnelle inclusive, engager et retenir les femmes professeurs, et puis je vois une coquille là, il manque un E, augmenter l'attractivité de l'EPFL pour les étudiantes ou futures étudiantes bachelor, master et au doctorat, développer, reconnaître et comprendre la diversité, améliorer les perspectives de développement de carrière pour toutes et tous, et ça concerne aussi le personnel administratif et technique qui est peut-être trop souvent oublié, et aussi faire entrer le genre et la diversité dans la recherche et l'innovation. Voilà. Vous aurez vu le plan d'action, il vient d'être publié, mais il porte les années 2021-24. Ça veut dire qu'en fait, ça fait un moment qu'on est déjà en pleine implémentation des mesures. Je parle ici, par exemple, du projet de langage inclusif dont Natacha Stegman est la cheville ouvrière et qui a un très franc succès. Et voilà, c'est vraiment pour nous aussi une manière de contribuer à faire évoluer la culture au sein de notre institution. Autant pour faire évoluer notre culture institutionnelle, la Task Force harcèlement et développement d'une culture du respect, qui est une démarche qui est en route depuis un an, et les mesures vont se déployer maintenant à fur et à mesure. Par exemple, le e-learning qui va être envoyé dès le 28 mars. Le recrutement, c'est vraiment un des aspects où, en tant qu'institution, on a un levier direct et réel sur la situation et la présence des femmes au sein de l'EPFL. En 2017, donc il y a déjà 5 ans, la direction a adopté la Policy for Equal Opportunity in Faculty Recruitment à l'EPFL. Et on est vraiment ravis de voir qu'en tout cas, elle a contribué à faire avancer la situation. Les 5 dernières années, 30% des recrutements des nouveaux professeurs sont allés à des professeurs femmes. Et pour augmenter la cadence, l'objectif pour la période 2020-2024, c'est de faire 40% d'offres à des femmes,
dans l'espoir qu'avec ce taux, on puisse en tout cas atteindre l'objectif au niveau du domaine des EPF, c'est d'avoir 35% de femmes parmi les nouveaux recrutements professoraux. Mais ces efforts en termes de recrutement vont bien sûr aussi s'étendre aux autres métiers à l'EPFL, aussi au sein du corps administratif et technique. Voilà. Pour terminer, j'aimerais profiter pour remercier et souligner l'importance de l'engagement associatif et des différentes unités à l'EPFL. C'est vraiment un moteur essentiel pour nous faire avancer. Et pour prendre un exemple de cet engagement ou comment il peut se concrétiser, j'aimerais vous encourager à voir l'exposition qui a lieu actuellement à Archizoom. Quelqu'un a déjà fait mention avant, donc « Do not carry your flag too low ». Et je pense que ça a de toute façon un bon motto. The Actions from Matrix, pardon, Feminist Design Cooperative, et l'exposition est ouverte aujourd'hui. Et avec ça, j'ai envie de dire place à la table ronde. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Natacha Stegman et je suis chef de projet au Bureau Égalité des chances. Je ne sais pas si je suis chargée de projet ou chef de projet, mais voilà, je dis ça comme ça. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'animer et modérer cette table ronde. Aujourd'hui, donc, sur la démasculinisation de l'espace public. Et aujourd'hui, avec grand plaisir, nous avons la joie d'avoir ici en présentiel plusieurs personnes assez extraordinaires à mes yeux et une personne à distance qui nous entend. Oui, bonjour. Donc, je vais volontiers d'abord procéder à une petite présentation. Donc, nous avons Patricia Guaita, qui est juste là, qui est chargée de cours à l'ENAC, surtout au Labo Alice, donc c'est un laboratoire à l'EPFL, et qui est aussi professeur invité à l'HEIA à Fribourg. Nous avons aussi Nicole Surchavial, qui est architecte et urbaniste, chargée de cours à la même école, HEIA Fribourg. Et nous avons à distance Yves Rebaud, géographe, maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne, affilié au CNRS. Bonjour. Et ensuite, tout au fond, nous avons François Dupuis, qui est responsable de l'aménagement des espaces extérieurs à l'EPFL, qui vient de justement prendre fonction il y a 1 mois, donc il a aussi beaucoup de choses à raconter, notamment sur le campus piéton. Et ensuite, on a aussi Héloïse Roman, qui est chargée de projet Objectif Zéro Sexisme dans ma ville, qui est une initiative de la ville de Genève. Et enfin, Lorraine Coco, qui est chargée de communication de l'association 1700, qui est une association fribourgeoise contre le harcèlement de rue. Devait aussi participer à la table ronde Claire Logo, qui est une assistante scientifique ENAC, membre du Drag Lab, et malheureusement, c'est une histoire un peu chaotique, mais elle est coincée au Creuset. Il y a eu un éboulement sur la route et du coup, ça coupe le passage. Donc, plus personne ne peut passer. Donc, on la salue bien parce qu'elle a dit qu'elle allait regarder la table ronde, donc peut-être à distance. OK. Eh bien, pour débuter cette table ronde, ce que je vous propose, c'est de peut-être d'abord faire un tour de table pour peut-être présenter un peu et donner des clés de lecture à l'audience. Pour comprendre vraiment la thématique par le biais d'éléments qui vont contextualiser vraiment la thématique. Et aussi une petite peut-être présentation du travail, de votre travail, de votre engagement, de vos recherches. Nous allons commencer par Yves Rebaud, qui va avoir cette perspective sur l'espace public fait par et pour les hommes et comment l'aménagement des villes construit les inégalités. Alors, merci de m'inviter à cette table ronde. J'ai beaucoup d'affinités avec la ville de Lausanne. Je suis désolé, étant un homme, de commencer la table ronde. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Donc, je suis géographe. J'ai été également engagé dans un certain nombre d'actions comme chargé de mission égalité de mon université, membre du Haut Conseil. Et donc, sur les études, j'ai aussi quelques expériences en Suisse, à Genève notamment, avec Héloïse Roman. Nous avions fait une belle étude sur
le sport, hein, qui a été aussi repris, qui a fait des émules, je crois, en Suisse romande, et j'en suis très heureux. Alors, j'ai travaillé sur 4 sujets. Aujourd'hui, je travaille sur d'autres. Hein. Je travaille actuellement sur les collèges, la construction de collèges égalitaires en Aquitaine, et puis également sur des questions artistiques, sur la question des musiques actuelles comme musique masculine. Donc, mon travail se portait sur les espaces de loisirs dans la ville, donc skatepark, city-stade, grand stade, 100% masculin, hein, accès libre, mais également sur des études de budget genré, hein, qui nous est amené à constater que 75% des budgets consacrés aux loisirs des jeunes étaient destinés aux garçons. Hein, et donc là aussi, ce chiffre important nous permettait d'envisager, un peu comme les pourcentages de nombre de rues consacrés aux femmes, des actions de correction. J'ai travaillé également sur les mobilités urbaines, hein, principalement avec la ville de Bordeaux, mais aussi avec d'autres villes de France et d'Europe, sur la question de la marche à pied, du vélo, hein, et là aussi d'essayer d'analyser comment, à partir du moment où on fait rentrer cette variable, ces variables sexo-spécifiques, dirait-on, ben on se rend compte que 30% de femmes à vélo, ou bien une piétonne sur 5, un piéton sur 5 qui marche la nuit est une femme, sont des chiffres qui sont importants comme levier pour mettre en place, déclencher des politiques publiques. J'ai travaillé également, alors surtout avec l'université, mais également avec la ville de Bordeaux, sur le sentiment d'insécurité, et notamment dans les années 2012-2015, sur les premières enquêtes longitudinales sur le sentiment d'insécurité, enquête auprès des étudiants, puis ensuite des piétonnes de Bordeaux. Hein. Donc, il y avait un travail qui avait été fait, qui était un travail militant, et il manquait un travail de recherche. Et enfin, autre travail qui tourne autour de la ville également, c'est de la participation au projet urbain. Donc, j'ai travaillé sur la prise de parole des femmes et des hommes dans des actions de concertation sur la ville durable, notamment, aussi en chronométrant avec des étudiantes qui m'accompagnaient les temps de parole, en essayant de déterminer quels étaient les thèmes qui étaient abordés par les femmes et les hommes et comment les conclusions étaient faites. Donc, tout cela m'a amené effectivement à considérer que cette ville était effectivement faite par et pour les hommes, mais ça ne va pas durer puisque beaucoup d'actions sont en cours partout, même si c'est timide. J'ai beaucoup apprécié votre titre, démasculiniser la ville. Moi, j'aurais dit peut-être déviriliser la ville pour reprendre l'excellente série de Victoire Tuaillon, hein, Les couilles sur la table, que je vous conseille, hein, et qui parle des villes viriles. Et peut-être déviriliser la ville aurait permis de peut-être plus caractériser ce qui cloche chez les hommes et pas de généraliser. Mais démasculiniser la ville me paraît un programme tout à fait intéressant et en tout cas beaucoup plus vigoureux que celui qui consiste à dire donner leur place aux femmes dans la ville. Hein. Eh bien, ça nous donne à nous les hommes aussi une responsabilité conjointe avec tout le monde de nous poser cette question, comment se fait-il que nous soyons dominants et hégémoniques dans cette ville? Merci beaucoup, Yves. C'est vrai que ce terme démasculiniser l'espace public, vu que moi je travaille dans le langage inclusif, on parle justement d'une démasculinisation de la langue. Alors pourquoi pas utiliser justement ce concept aussi pour la ville et le bâti. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Nicole Surchavial et qui va nous donner justement cette perspective aussi urbanisme et inégalité sociale, notamment en répondant peut-être aussi à comment l'urbanisme contribue aux inégalités sociales avec justement potentiellement une perspective intersectionnelle. Je pensais vous parler de 4 exemples. Le premier, c'est le travail, en fait, les métiers d'aménagement de l'espace public. C'est principalement, en fait, le travail des ingénieurs, parce que l'espace public, jusqu'à peu, était considéré, en fait, comme la construction des rues et des routes, et c'est traditionnellement les ingénieurs civils qui construisent ces rues et ces routes. Et dans les services de la ville ou du canton où j'ai travaillé, c'était principalement les ingénieurs civils qui construisaient rues, routes et espaces publics. Parce qu'en fait, dans l'espace public, on a la superstructure, l'aménagement, le revêtement, le végétal, et l'infrastructure, la sous-structure, dans lequel on a la fondation de la chaussée, les évacuations des eaux, et ça, c'est un travail de génie civil.
Dans la superstructure, on trouve des architectes, des paysagistes. Là, on trouve pas mal de femmes dans ces métiers. Et encore maintenant, moi, j'étais arrivée à obtenir à Fribourg que les architectes paysagistes aillent l'entier de la conception et de la réalisation. Mais encore une fois, la réalisation, j'ai appris dernièrement que c'était retourné dans le monde des hommes et de la direction des travaux de génie civil. Ça, c'est le premier exemple, c'est dans les métiers qui se pratiquent sur l'espace public. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui de l'éclairage. L'éclairage, sur l'exemple de la requalification du bourg à Fribourg, mais c'est vrai aussi à Genève et dans d'autres villes, l'éclairage est conçu comme un élément qui doit assurer la sécurité routière. Donc, on est dans un langage de route, de voiture, de camion, de bus. Donc, en fait, cet éclairage, il est placé à 8 mètres de haut. Mais les arcades le long des façades, elles ne sont pas éclairées. Alors, la sécurité des bus est assurée, mais la sécurité des piétons et des piétonnes n'est en tout cas pas assurée parce qu'on n'a pas d'éclairage à l'échelle de la personne qui marche. Et ça, c'est un problème de sécurité pour les femmes. Donc, dans la requalification du bourg, on a travaillé avec une éclairagiste milanaise qui s'appelle Susanna Antico, où on a travaillé justement la hauteur des appliques qui étaient fixées sur les façades ou encore alors en candélabre sur la petite place. Le troisième exemple, et ce n'est pas des moindres, c'est l'aménagement des cours de récréation. J'ai eu l'occasion, quand j'étais architecte de ville à Fribourg, de construire 4 écoles en 4 ans parce qu'il y avait un besoin énorme. Et on a aussi réaménagé les cours. L'exemple le plus frappant est celui de la Vignetta. L'existant, c'était un bitume avec une peinture au sol où il y avait un terrain de foot peint. Donc, ce qui se passait, c'est que les garçons ils jouaient au foot au milieu de la cour et au mieux, les filles restaient dans la périphérie ou s'écartaient encore de l'espace de la cour de récréation. Donc, on a revisité en fait ce concept-là avec les architectes paysagistes Intervalle ici à Renan, en créant en plantant des arbres fruitiers, en créant des buttes, en aménageant en fait des jeux en bois. Et maintenant, chaque année, je vais avec les étudiants de la HEIA visiter cette cour. Il y a une mixité d'usages. Les garçons et les filles se mélangent. Et vous parliez d'approche intersectorielle, peut-être juste alors pour poser la question, est-ce que si on favorise l'accès des femmes à l'espace public, est-ce qu'on discrimine les hommes? Alors j'ai un exemple valaisan, j'étais invitée par le bureau de l'égalité valaisan à présenter à tous les architectes de ville du canton du Valais ce qu'on était en train de faire à Fribourg sur l'éclairage, sur les cours de récréation. Et je me suis fait chahuter dans cette séance comme je n'avais pas été depuis longtemps. Puis on m'a dit, maman, enfin, écoutez, c'est quoi ces discours? Si on fait un bon espace public, eh ben, ça va bien pour tout le monde. Donc en fait, c'était principalement des hommes qui étaient là, mais pas seulement. Et ils ne comprenaient pas pourquoi on devait favoriser l'accès à l'espace public aux femmes. Alors, j'ai tenté de leur expliquer qu'aujourd'hui, par exemple, les passages piétons, les faux passages piétons, ils sont dimensionnés pour le pas d'un homme en bonne santé pour traverser la route et non pas d'une maman avec des cabas et des enfants une poussette, avec plusieurs exemples de ce type-là. Et en plus, j'ai lu ce matin dans la presse que dans le canton du Valais, ils ont créé un bureau de l'égalité des hommes. Je vous assure, et j'étais choquée de ça, parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Ils trouvaient qu'en fait, les bureaux de l'égalité, ils étaient trop féministes. Et moi, j'ai envie de dire, mais non, c'est pour tout le monde, c'est un accès à l'espace public, bien entendu, pour toutes et tous. Mais c'est pas en agissant les uns contre les autres qu'on va trouver une réponse, mais bien en essayant d'assurer l'accès à toutes et à tous.
Merci beaucoup sur ces paroles absolument inspirantes. Je vais passer maintenant la parole à Patricia Guaita, et qui va nous parler d'une perspective genre et domaine de la construction, avec notamment cette question: comment inclure les femmes dans le processus de construction du bâti? Oui, en tout cas, merci d'être invité. C'est vrai que moi, actuellement, j'enseigne à l'EPFL, je suis professeure à l'HEA, mais aussi j'ai fait une recherche à Madrid, que je suis en train de la finir. Et je suis très intéressée dans ma recherche. Il y a pour moi toujours une double construction. C'est la construction de l'espace public, mais aussi, ou de l'espace construit, mais aussi il y a à côté la construction de la personne. Ça veut dire comment est-ce que nous-mêmes, on se construit quand on construit un espace. Et c'est clair qu'il y a deux facteurs. D'abord, c'est un espace mental que l'architecte doit avoir dans toute liberté. Et après, il faut un espace de parole. Moi, je suis toujours étonnée, j'enseigne à l'EPFL, comment en général les jeunes étudiantes, ils sont en quelque sorte, d'abord pas beaucoup d'exemples de femmes architectes, et ça c'est étonnamment compliqué. Et alors pour cet débat, moi j'avais été très inspirée par le travail de Lina Bobardi. Lina Bobardi, c'est une architecte italienne qui a dû partir au Brésil et qui elle travaille vraiment l'espace public comme un espace horizontal, démocratique, inclusif, d'une façon très riche. Mais c'est vrai que dans tous ces espaces mentaux, sa production des dessins, des pensées, les dessins ne sont pas du tout techniques. Tu retrouves des enfants dans la rue, tu retrouves des serpents dans les arbres. Et c'est vrai qu'elle a trouvé une espèce de liberté aussi dans sa pensée, dans sa parole, qu'après, elle a su transmettre dans l'espace construit. Et pour ça, moi, les choses que je pensais aussi partager avec vous, j'aimerais aussi penser, comme Bell Hooks dit, il faut être fier d'être dans les marges, pas être au centre. Parce que nous, dans les marges, qu'on est actuellement, en tout cas, moi, je me sens dans les marges, je ne suis pas au centre, on appartient à tout. Et c'est clair que cette marginalité, ces bordures, elle peut être aussi très profonde, très différente. Et on peut aussi avoir des espaces, je ne sais pas si c'est désmasculinisé ou des libertés. Et à partir de là, on peut faire des projets extrêmement radicaux, extrêmement créatifs et agir autrement. Alors, c'est clair que, par exemple, Lina Bobardi, comme Eliane Gray, un autre architecte fantastique, que malheureusement, la seule maison qu'elle a fait, Le Corbusier, elle est venue, elle a fait 8 grands dessins sur ses murs. Elle était tellement jalouse, mais pourquoi elle était publiée partout? Elle n'a rien dit, elle a resté en silence. Et maintenant, comme c'est partie de l'histoire, cette peinture, ils sont restés. Et Eliane Gray, elle a été reconnue très, très tard, la grande labeur qu'elle avait. Mais je pense qu'il ne faut pas être en quelque sorte inconfortable dans une situation de marginalité. Il faut profiter, il faut transformer. Je pense qu'il faut parler différemment. C'est vrai que pendant beaucoup de temps, je me suis toujours sentie enragée. Je pense simplement qu'il faudra, en quelque sorte, et ça c'est un message aussi à les étudiantes, il faut essayer de trouver notre place et commencer à construire notre jardin collectif, imaginaire, autrement et avancer comme ça. Waouh. Que d'inspiration, je suis absolument super contente de vous avoir invité. Jusqu'à maintenant, tout se passe comme je le rêvais, même en mieux. Du coup, maintenant, je passe volontiers la parole à mon collègue François Dupuis, qui travaille à la durabilité, pardon, qui est dans la même vice-présidence que le Bureau Égalité, là où nous travaillons. Et du coup, François donne un peu cette perspective espace de vie, espace genré, comment le genre s'invite dans nos espaces de vie et dans leur conception. Merci. Donc, comme tu as dit en introduction, moi, ça fait juste un mois que je suis à l'EPFL, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la vie du campus et puis sur le ressenti, mais avant, j'étais à la ville de Lausanne, au service des parcs et domaines, et alors, depuis une dizaine d'années, on a commencé à réfléchir, notamment donc Petra Meyer, la responsable des places de jeu,
Et d'abord, on a commencé à réfléchir à l'inclusivité, donc par rapport à l'âge, comment dans un même espace assez réduit, on pouvait avoir des enfants d'entre 0 et 10 ans qui pouvaient partager un espace, et puis avec les aspects de sécurité, puis que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis le deuxième pas, ça a été sur l'inclusivité avec les enfants en situation de handicap. Donc on avait réalisé une première place de jeu accessible à tous, qui avait été primée par la Fondation Duncan-Me. Et puis, nouveau constat, c'est que les places de jeu en ville de Lausanne, c'est une population entre 0 et 10 ans, puis à partir de 10, 11, 12 ans, les filles disparaissent de l'espace public. Alors même dans les parcs, il n'y en a plus. Et donc c'est un constat qu'on fait, je pense, à peu près dans tout l'espace public, que ce soit en ville ou dans les parcs. Et donc, il y a pour l'instant une étude qui va être lancée à partir de cette année en collaboration avec l'UNIL, un peu pour savoir pourquoi donc les filles disparaissent de l'espace public et comment on pourrait améliorer un peu cette situation. Ça, c'est pour vraiment la partie place de jeu. Et puis, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait cette problématique des cours des préoscolaires. Et dans le cadre du plan climat qui doit être mis en place à partir de cette année pour la ville de Lausanne, le service des parcs devait planter 1300 arbres par an en ville de Lausanne. Donc, pas dans les forêts, évidemment, mais plutôt dans les zones hyper minérales. Et une fois qu'on a fait le tour des parcs, on n'arrive pas à placer les 1000 arbres, donc il faudra explorer d'autres zones. Et puis, on a approché le service des écoles donc pour voir comment, là, on a ces mares de béton qui servent essentiellement au jeu de balle pour les garçons, puis comment, avec l'entrée climatique, on pouvait arriver à créer des sous-espaces, à un peu diviser rendre les cours d'école plus appropriables en créant des micro-espaces accessibles à tous. Et, ça, c'est donc une partie qui est en cours de réflexion avec des premiers travaux qui auront lieu à la fin du printemps. Et c'était un peu les mêmes réflexions qui ont été mises en œuvre pour la création du parc du Loup, donc l'écoquartier qui est en cours de réalisation au nord de Lausanne. Donc il y a un parc de quartier, grand parc public. Et puis donc c'était la question comment on peut aménager ce parc pour que ça soit appropriable par tous et pour tous les usages. Alors il y avait des contraintes de zones plates parce qu'il y avait des partenariats à faire avec l'école, donc il fallait une zone plate pour les jeux de ballon. Donc ces jeux de ballon, on voit à peu près à qui c'est destiné. Et donc, c'est une contrainte un peu normative et légale qu'on a dû mettre en œuvre. Mais après, tout le reste, c'est avec des reliefs, des plantations, et toujours dans l'idée de pouvoir créer des sous-espaces appropriables partout, c'est pour les petits groupes. Et puis, un autre aspect aussi qui nous semblait important à mettre en œuvre aussi, c'était pour que notamment les petites filles puissent se réapproprier l'espace public, c'était des activités non mixtes ou alors mixtes mais encadrées avec des animateurs qui pouvaient partager le temps de présence et partager les jeux pour qu'en fait tout le monde s'y retrouve et puis que les petits garçons aussi trouvent du plaisir à la mixité, à jouer ensemble. Donc ça, c'est des ensembles d'opérations qui sont mises en œuvre par la ville de Lausanne. Et puis, donc, dans le cadre du campus piéton, c'est des réflexions qu'on va devoir aussi mener sur l'éclairage, sur le sentiment de sécurité, sur où est-ce qu'on se sent bien pour se tenir, sans être, est-ce qu'il faut qu'on soit vu, pas vu, comment chacun peut s'y retrouver. Donc, le campus piéton, c'est une démarche qui va être lancée officiellement à partir de demain. Donc, il y a un forum, donc j'invite tout le monde à venir participer, à amener ses idées. Et voilà, il faut qu'on puisse avoir le maximum d'idées pour commencer à avoir des pistes de réflexion et puis à pouvoir esquisser quelque chose pour un campus plus inclusif. Merci beaucoup François. Un campus EPFL non utopique, donc possible et réaliste. Moi, j'essaierai d'être là aussi parce que cette démarche aussi collective, elle est hyper importante, je pense. Et maintenant, donc, pour continuer la présentation un petit peu, nous allons écouter Héloïse Roman,
avec la perspective ville, genre et politique publique, donc plutôt à Genève, et quel rôle ont les politiques publiques et les collectifs, dans la conception d'espaces plus égalitaires. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses de part et d'autre et on voit beaucoup d'éléments qui ressortent. Moi, je veux juste d'abord expliciter le point de vue depuis lequel je parle. Donc, je suis en charge des questions d'égalité pour la ville de Genève au sein d'un service qui s'appelle Agenda 21 Ville Durable, qui coordonne les politiques de développement durable de la ville, mais dans une approche systémique où on traite à la fois les aspects environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. Et dans le cadre des aspects sociaux du développement durable, on retrouve toute la question de la lutte contre les discriminations et donc des thématiques comme la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, la valorisation de la diversité et la lutte contre le racisme, et puis encore les droits LGBTIQ+, et la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, plus particulièrement, moi, je suis en charge des questions de promotion de l'égalité et de lutte contre le sexisme. Et du coup, je coordonne la stratégie égalité de la ville, qui est une stratégie qui se veut transversale et qui porte une réflexion à la fois sur la ville en tant qu'organisation et comment est-ce qu'on peut intégrer les enjeux d'égalité dans les ressources humaines, dans les finances, dans la communication, enfin, dans tout ce qui fait la ville en tant qu'organisation. Et puis après, une réflexion sur la ville en tant que service public et comment est-ce qu'on travaille sur l'égalité et à la promotion de l'égalité en tant que service public, à la fois comme l'égalité comme une thématique à part entière, et puis à la fois dans ce qu'on appelle l'intégration transversale de l'égalité dans les missions et les prestations publiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller voir comment les politiques qui sont mises en œuvre au niveau du sport, de la jeunesse, de l'enfance, de l'aménagement, enfin bref, toutes les politiques qui relèvent d'une compétence municipale, intègrent les enjeux d'égalité et que ces missions et ces prestations, dans l'idéal, soient ad minima non discriminantes sous l'angle du genre et au mieux, soient elles-mêmes des outils de promotion de l'égalité entre femmes et hommes. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Et puis, dans le cadre de cette stratégie, on a un plan d'action qu'on met en œuvre depuis 3 ans maintenant, qui a été adopté en 2019, qui est un plan d'action qui s'appelle Objectif zéro sexisme dans ma ville, qui est en fait issu d'une motion qui avait été déposée au conseil municipal qui demandait ce que la ville faisait en matière de prévention du sexisme et du harcèlement dans l'espace public. Et on a saisi cette opportunité d'entrer dans cette thématique de l'espace public et des questions de genre par la porte des violences sexistes dans l'espace public, mais pour développer toute une réflexion sur les enjeux de genre plus largement, puisque, on le verra après, mais les violences sexistes dans l'espace public, c'est une des manifestations peut-être la plus émergée, on va dire, ou la plus violente de ces discriminations et inégalités de genre. Et puis, du coup, ce plan d'action, en fait, il a été structuré en 5 axes et il veut, en fait, mettre en avant le fait qu'il n'y a pas une réponse simple et unique à des problèmes ou des enjeux qui sont complexes et qu'en fait, il faut agir à plein de niveaux différents si on veut pouvoir faire avancer ces enjeux d'égalité et travailler sur des espaces qui soient plus accueillants, plus inclusifs, plus égalitaires. On en a entendu parler, il y a beaucoup de choses qui ont émergé. On a parlé déjà de cours d'école et puis de tout ce qui constitue en fait le parcours des personnes dans leur vie avec les différentes étapes, du fait que les filles disparaissent de l'espace public à un moment donné, une fois qu'elles sont adultes dans l'espace public, de qu'est-ce qui se passe, etc. Mais on a aussi parlé d'aménagement de l'espace public, mais aussi d'usage de l'espace public. Et c'est sur tous ces enjeux-là qu'il faut arriver à agir et puis à travailler. Donc nous, on a un plan d'action en 5 axes. Je vous les énumère très rapidement, mais la sensibilisation, qui est plutôt grand public, mais ça peut être aussi des publics spécifiques. La formation des professionnels. Après, on a tout un axe genre et espace public avec une réflexion justement sur les usages et les aménagements de l'espace public. Un axe sur la question de la récolte de données, parce qu'on dispose en Suisse encore assez peu de données sur ces questions-là. Et puis un axe travail en réseau, parce que la ville, c'est un des acteurs ou une des actrices qui
peut agir sur cette question de l'espace urbain, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi justement les associations, le monde académique, les autres institutions cantonales notamment, etc., qui peuvent agir. Donc, dans quelques exemples de projets rapidement, il y a cette enquête qu'on avait menée en 2020 avec l'Université de Genève, Genève, une ville égalitaire, qui a permis de récolter des données qualitatives sur les expériences des femmes dans les espaces publics à Genève et qui est une mine d'or pour pouvoir imaginer des pistes d'action et des projets. On a des campagnes de sensibilisation, notamment cette campagne Objectif Zéro Sexisme dans ma ville qui vient qui est placardée dans les rues de la ville depuis plusieurs années avec des ateliers. Alors ça peut être des ateliers d'autodéfense féministe, ça peut être des ateliers pour les témoins de violences sexistes et sexuelles, ça peut être des ateliers pour les jeunes, etc. On a un projet autour des manifestations et comment est-ce qu'on peut prévenir le sexisme et le harcèlement dans les manifestations qui ont lieu sur le territoire de la ville ou dans les lieux de fête et de rassemblement. On a des projets autour de la publicité sexiste. On a des projets autour des symboles tels que la féminisation des noms de rue ou encore les panneaux de signalisation des passages piétons qui ont été féminisés. Et puis, on a toute une série de réflexions qui se mettent en œuvre petit à petit avec les services en lien avec l'aménagement pour justement sensibiliser les professionnels de l'aménagement et puis mener des expériences pilotes où on intègre progressivement les enjeux de genre dans toutes les étapes de conception d'un projet d'aménagement, que ce soit dans la constitution des jurys, pour les concours, pour les appels d'offres, pour comment est-ce qu'on intègre ces réflexions-là pour que les enjeux de genre soient pris en compte à toutes les étapes d'un projet. Donc tout ça, c'est du work in progress. Ça fait 3 ans qu'on met en œuvre ce plan d'action. Il vient d'être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans. Et petit à petit, on se rend compte quand même qu'on parle de plus en plus de ces questions-là qui étaient assez invisibles jusqu'à présent. Vous disiez qu'en Valais récemment, vous aviez été prise à partie. Je pense que cette idée que l'espace public est neutre et que du coup, il n'y a pas besoin de se poser de questions parce qu'en fait, on le fait pour tout le monde, c'est quelque chose qui revient tellement souvent un peu pour travailler sur les enjeux d'égalité depuis un moment, on l'entend dans tous les milieux, on nous dit toujours, oui, mais nous, on fait des choses pour tout le monde, en fait. Mais tant qu'on ne s'est pas posé la question et qu'on ne va pas se demander si vraiment c'est pour tout le monde, cette neutralité, c'est une forme d'aveuglement, finalement. Et il faut vraiment faire ce travail de sensibilisation pour aller déconstruire ces représentations-là. Et puis, une fois qu'on a favorisé ces prises de conscience, on peut ensuite vraiment agir et aller de l'avant. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que justement, ma collègue Hélène Fugger vous a présenté le plan d'action. On voit combien un plan d'action est hyper important. C'est vraiment une pierre angulaire pour toute action à long terme. Et d'ailleurs, à la sortie côté Renan, il y a des brochures de la ville de Genève, justement, mais aussi les plans égalité et un livre sur les 100 femmes et des milliers d'autres. Et tout est gratuit, donc servez-vous, n'hésitez pas. Mais pour terminer cette présentation, maintenant, je vais donner la parole à Lorraine Coco, qui va nous donner la perspective harcèlement de rue et failles à combler, parce que bien sûr, quand il y a toutes ces infrastructures, ces entités, eh bien, en fait, au final, il y a quand même des failles à combler avec cette question comment les associations et les collectifs féministes comblent les failles. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, comme l'a bien dit Natacha, moi, je représente le pan associatif de cette table ronde, car je suis une des membres cofondatrices de l'association 1700 à Fribourg, qui est donc une association dont les objectifs sont de sensibiliser, faire de la prévention autour de et lutter contre le harcèlement de rue. Donc, je pense que tout le monde ici est assez familière avec la notion de harcèlement de rue, mais nous, vraiment, on centralise cette thématique et on la différencie, le harcèlement de rue de la drague, autour de la notion du consentement, qui pour nous est donc une notion clé. Donc, le harcèlement de rue n'est pas consenti. C'est une sollicitation qui n'est pas désirée d'un individu sur un autre. Et c'est vrai que maintenant, il y a eu plusieurs recherches dans différentes villes et Fribourg l'a fait assez récemment et donc prouve qu'une personne sur 4 à Fribourg
a subi du harcèlement de rue, donc les personnes qui ont répondu au questionnaire, et qu'il s'agit principalement de femmes et de personnes des communautés LGBTQIA+, qui donc subissent ce phénomène non désiré. Et pour la petite histoire, nous, 1700, aujourd'hui, on existe depuis 7 ans. Et c'est vrai que quand je repense, aujourd'hui, on est assez bien impliqué, assez bien reconnu dans la ville et le canton de Fribourg, et parfois même un peu au-delà, ça commence. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit, Madame Guaita, résonne beaucoup en moi avec cette question de ne pas avoir peur d'être dans la marge. C'est vrai que quand je repense à il y a 7 ans en arrière, quand on a créé notre association, sur notre site internet, on n'osait même pas dire qu'on était féministe, parce que c'était vraiment considéré comme un gros mot et on pensait que ça allait être vraiment mal pris et que tout le monde allait se braquer et que personne ne voudrait nous prendre au sérieux si on disait qu'on était féministe. Donc vraiment, c'était écrit noir sur blanc, nous ne sommes pas une association féministe. Et quand je vois tout le chemin qu'on a fait depuis là, maintenant, ce ne serait même pas envisageable d'écrire une chose pareille. Et c'est vrai qu'aussi, on a beaucoup dû au départ juste légitimer notre existence, parce que notre premier travail, c'était juste de faire connaître le harcèlement de rue et faire comprendre que oui, ça existe en Suisse, oui, ça existe à Fribourg. C'est pas seulement dans les grandes villes européennes où il y avait les vidéos qui faisaient un peu le buzz à l'époque. Donc, ça a été un travail de vraiment très longue haleine, de juste faire comprendre qu'on avait le droit d'exister et qu'on ne devait pas être désolé d'être là. Et donc, depuis 7 ans, on a différents projets de plus ou moins grosse envergure. Je crois que j'aurai un peu plus le temps de vous en parler après. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là. Et voilà notre avis. Ah oui, juste pour rebondir sur justement comment les associations peuvent un peu combler les lacunes qu'il pourrait y avoir. C'était justement un peu ça, l'exemple que, en fait, le harcèlement de rue n'était pas du tout thématisé et problématisé et on ne cherchait pas des solutions sans que justement 1700 se crée et commence à en parler et à faire de l'affichage sauvage et à un peu secouer des politiciens pour qu'il y ait des postulats. Donc, ça, c'est un bel exemple. Et c'est vrai que depuis, à Fribourg, il y a énormément d'associations, collectifs, militants, féministes qui sont nés. Et on collabore extrêmement ensemble et on se rend compte que sans nous, ça n'aurait pas autant avancé. Voilà. Bravo. Eh bien maintenant, c'est l'heure de vraiment rentrer dans la discussion. Et puis aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux et encore plus le concret. Donc on a vraiment cette chance aujourd'hui de pouvoir problématiser certaines thématiques, certaines questions de manière vraiment concrète, avec des outils concrets, des exemples concrets. Et d'ailleurs, concret, concrete, donc la petite blague en anglais pour la construction. Mais peut-être, on peut commencer par cette question, par où commencer lorsqu'on souhaite tendre à une démasculinisation de l'espace public. Et puis du coup, en fait, il y a toute cette question de comment identifier les besoins et les changements à opérer. Donc, comment on s'y prend ? Oui, Nicole Surchavial. Moi, j'ai peut-être une suggestion. Je reprends les propos d'Yves Rebaud avec la notion de budget genré dans les différentes politiques publiques. Je pense qu'on est face à un réel décalage, une discrimination, on manque de prise en compte de ces questions d'accès des femmes à l'espace public. Et donc, il faut combler ce décalage. Et je pense que cette notion de budget genré, Yves Rebaud faisait mention tout à l'heure de la part des budgets des différentes politiques publiques. Je crois que c'est un rapport qui était fait aussi sur le sport à Genève, si j'ai bien compris, où 75% du budget est alloué en fait à des constructions qui servent à des sports d'hommes. Moi, je pense qu'il faut inverser ce poids-là et il faut ajouter en fait un budget pour des aménagements d'espaces, d'équipements sportifs pour les femmes. C'est une des suggestions. Mais bien sûr, pour rebondir un peu à ce que vous dites, c'est vrai que pour aller vers un budget, il faut quand même avoir certaines statistiques.
Donc, j'imagine qu'il y a quand même ce côté statistique qui est assez important, donc des études. J'imagine que peut-être Yves Rebaud peut peut-être parler de… Oui. Oui, ah non, Héloïse, vous voulez prendre la parole? Non, vous pouvez prendre la parole. Ah bon, d'accord, alors je prends la parole. Oui, tout à fait. Je pense que la question du budget genre est intéressante. Je crois que Héloïse Roman va parler de l'observatoire qui a été mis en place à Genève. Je crois que c'est un peu comme pour tout sur le harcèlement de rue. C'est sûr que les enquêtes que nous avions menées à Bordeaux sur des enquêtes en ligne et puis ensuite par entretien, etc., elles nous permettent de dire tant de personnes ont été harcelées dans la rue, tant de personnes ont été suivies, ont été frottés, frôlés, ont été agressés, etc. Et donc, c'est en donnant des mots précis sur des aspects quantitatifs, eh bien, on peut agir. Donc, ça, c'est la chose importante. Et l'autre chose, c'est peut-être en géographie, c'est le travail que je fais actuellement avec une équipe, consiste à aussi cartographier cette matérialité sur l'espace. Et quand nous travaillons actuellement avec des collégiens du sud de la France et collégiennes du sud de la France sur l'école, eh bien, on a fait des cartes à partir d'arpentages photographiques faits par les enfants eux-mêmes qui nous ont permis de voir que 80% de la cour de récréation était occupée par 10% de garçons, un groupe de garçons. Et du coup, ça nous a permis également de cartographier les espaces de mixité et à partir de ces éléments quantitatifs, eh bien, de pouvoir réfléchir à des stratégies, douces ou moins douces d'ailleurs, pour empêcher cette hégémonie des garçons sur l'espace public qui, dans un espace tel que la cour de récréation, consiste d'abord à supprimer le ballon. Vous voyez, c'est simplement les tracés de terrain. Mais immédiatement, déjà, l'espace public de la cour retrouve un sens. Donc, la question des chiffres est importante. La question des chiffres, la question des cartes aussi, bien sûr, et de dessiner les emprises sur l'espace pour pouvoir les corriger. Merci beaucoup. Et puis, du coup, cette réponse, elle va aussi vers le côté politique. Si vous êtes vous-même membre d'un parti politique ou vous siégez dans une infrastructure politique, n'hésitez pas à déposer aussi des postulats pour appeler à faire des enquêtes pour obtenir des statistiques, parce que justement, ces statistiques ouvrent la porte à des budgets. Mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir peut-être là-dessus? François Dupuis. Ce qui est important, c'est les marches exploratoires. De jour, de nuit, avec des groupes mixtes, des groupes non mixtes. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu le concept, peut-être, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ce concept? On établit un itinéraire, et puis, voilà, on fait des haltes assez régulières, et puis on interroge les participants sur comment vous ressentez à cet endroit-là, est-ce que vous aimez être là, pourquoi, qu'est-ce que vous imaginez, ouais, c'est vraiment sur le ressenti de l'espace, et puis avec des groupes représentatifs plutôt des gens qui n'occupent pas ces espaces parce qu'ils n'osent pas les utiliser, quoi. Et il y a eu quelques exemples dans des quartiers à Lausanne. Puis je pense que sur le campus, ça serait hyper important d'organiser ça entre les lieux de cours, les lieux de transport public, de jour, de nuit, quand les journées sont courtes. Ça pose aussi la question de l'éclairage et du sentiment de sécurité. Et voilà, ça me semble très important, c'est cette cartographie de l'espace et du ressenti. Héloïse, si je peux réagir, je voulais dire oui, alors la budgétisation sensible au genre, c'est un outil des politiques de promotion de l'égalité qui est intéressant parce que justement, ça permet d'abord d'analyser les budgets sous l'angle du genre et puis ensuite éventuellement de les reconstruire ou de les améliorer pour qu'ils tiennent davantage compte des enjeux d'égalité. En Ville de Genève, on a effectivement l'enquête dont parlait Yves Rebaud, c'est une enquête qu'on avait menée ensemble en 2016-17 sur les questions liées au sport et les pratiques sportives des femmes à Genève. C'était la première expérience de budgétisation sensible au genre qu'on avait faite. Et puis depuis, on a lancé une démarche de budgétisation sensible au genre qui est encore un projet pilote, mais où on essaye d'analyser et de se familiariser avec ces outils-là dans différents domaines pour pouvoir faire ces analyses et pouvoir proposer des améliorations au niveau des budgets pour qu'ils tiennent davantage compte des enjeux d'égalité. Une des choses qui ressort très fortement de cette budgétisation sensible au genre, c'est qu'il faut disposer de données d'abord et qu'il faut que ces données soient désagrégées
selon le sexe. Et c'est là où parfois c'est compliqué, c'est que souvent on n'a pas ces données. Et du coup, il faut retourner encore bien plus en amont pour pouvoir déjà démontrer la pertinence de collecter non seulement des données, mais ensuite des données désagrégées selon le sexe, et puis de pouvoir ensuite mener ces analyses. Donc, c'est vraiment des processus à très long terme. Et je pense que documenter et récolter les données, évidemment, sans avoir ces statistiques-là et ces états des lieux-là ou constats, c'est difficile de proposer des politiques publiques ou des actions ensuite. Donc ça, c'est un enjeu. Par contre, il ne faut pas non plus que le fait de lancer des grandes enquêtes, ça retarde d'autant plus le temps de l'action. Et c'est un petit peu là où on est toujours un peu dans un entre-deux sur le volet politique publique, c'est comment est-ce qu'on peut aller de l'avant quand même, parce qu'il y a quand même un certain nombre de constats qu'on connaît, et puis mener les enquêtes en parallèle pour disposer de données qui nous permettent ensuite d'améliorer encore ou de conforter les actions qu'on lance. Et typiquement, dans le cadre du plan d'action Objectif Zéro Sexisme dans ma ville, c'est pour ça qu'on avait lancé le plan d'action avec une série de mesures. Et dans les mesures, il y avait le fait de faire cette enquête sur les espaces publics et de collecter des données, mais pour déjà commencer, parce qu'on disait, en fait, les constats sur la thématique des violences sexistes, on les a dans l'espace public, même si on ne dispose pas de données chiffrées hyper précises, on a déjà un certain nombre de constats, on a déjà suffisamment de témoignages, on a déjà des associations qui nous remontent des informations depuis longtemps. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut déjà commencer à agir par une série de mesures, et puis en parallèle, on récolte des données et on continue. Et en fait, les recommandations de l'enquête nous ont permis ont pu être intégrées à la deuxième, au renouvellement du plan d'action, ce qui permettait déjà d'avoir eu 3 ans de mise en œuvre et pas de retarder d'autant l'action concrète. Peut-être, et puis les points de vue de l'éducation avec tout ce que vous êtes en train de dire. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre problématique. C'est clair que c'est la politique, mais je pense qu'aussi, il faut en quelque sorte casser les stéréotypes. Je dois dire que quand j'étais jeune, j'ai adoré jouer au foot. Et j'étais très bonne joueuse de foot. Et j'étais toujours un garçon manqué. Je n'ai jamais compris parce que je me trouvais extrêmement féminine. Moi aussi, ma grande-fille, elle est nageuse sportive. Et j'ai entendu beaucoup de fois que ma fille, elle était très masculine. Alors, je pense que d'abord, il faudra qu'elle m'explique qu'est-ce que c'est être femme et qu'est-ce que c'est être homme. Parce que moi, j'ai un peu des problèmes. Pour moi, ce n'est pas encore très clair si cette origine de qu'est-ce que c'est masculin, qu'est-ce que c'est féminin, ça c'est la première chose. Après, je pense que même dans l'école, moi j'ai des enfants, j'apprends beaucoup avec eux et j'entends des commentaires, mais mes enfants, ils arrivent à la maison et on discute de beaucoup de choses et on essaie de comprendre la difficulté. Alors, je suis très intéressée à cette double construction de l'espace public et l'espace personnel, mais je pense que cette construction, en quelque sorte, pour les femmes, il nous manque cette confiance, cette légitimité et qu'il faut la renforcer pendant toutes les périodes de scolarité, mais aussi à l'université. Je pense que j'entends des ingénieurs qui me disent quand un prof me regarde, il regarde que les garçons et pas les femmes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de langages établis, des stéréotypes, des façons de dire les choses. Moi-même, je suis dans une séance avec des ingénieurs et ils se parlent entre eux à partir d'un certain nombre. Je n'existe plus et je le sais et je rigole toute seule. Parce que moi, c'est déjà fait. Moi, je vis dans les marges. Mais ma question, c'est comment est-ce qu'on peut donner cette puissance à des étudiantes d'architecture, d'ingénierie et de se sentir légitimes de cet espace mental, de cette créativité. Et ça, je pense que tout ce qu'on est en train de toucher, je pense que c'est très important qu'il y a différentes voix, non? C'est pas qu'il y a la voix politique, il y a la voix de la formation, la voix de la pédagogie et surtout, je pense qu'il faut aussi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit à mes étudiantes, oser dire qu'est-ce que vous avez, prenez la parole et oser penser différemment, oser prendre des risques et vous sentez-vous légitime. Et je pense que ça, il faut le dire à tous les sages
Et à un moment donné, la chose que je me dis toujours, c'est qu'ils peuvent attaquer mes idées, je peux peut-être pas construire, mais mon espace créatif, ça c'est à moi. Et ça, c'est mon jardin secret, personne ne peut le détruire. Et cette liberté, ça peut être très fort. Alors je pense que j'encourage vraiment les jeunes étudiantes femmes, peut-être en architecture, c'est encore plus cruel parce qu'il y a presque 50% des femmes. Et après, moi, j'entends beaucoup dire « Ah, en Suisse, il n'y a pas de femmes architectes. » Alors, ils me disent à moi, alors je ne sais pas comment les prendre. Mais pour dire que les ingénieurs, c'est clair qu'il y a encore moins de femmes, mais c'est vrai qu'il y a une absence dans la société, dans l'espace public, l'espace des paroles. Et ça, il faut petit à petit les construire depuis l'enfance, depuis tout le début. Et je pense que comme ça, on pourra reconstruire qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est une pensée des femmes ou des garçons, et rétablir un peu ce décalage qu'il y a actuellement, non, dans l'espace. Merci beaucoup pour cette super intervention. Et c'est vrai que, anecdote, hier, nous avons reçu à l'EPFL Chelsea Manning et j'ai un peu écouté le Q&A. Pas une seule femme n'a pris la parole. Et ça, c'est aussi toute cette question de légitimité, donc de l'enfance jusqu'à la mort, parce que la mort, c'est aussi les statuts, les noms de rue. Comment est-ce que concrètement, on peut arrêter justement de reléguer les femmes au second plan, voire à l'invisibilisation? Donc concrètement, vraiment, là, on va passer au concret. Prenez des notes, parce que là, ça sera vraiment concret. Moi, j'ai une idée. Je pense que ce qui est évoqué Héloïse sur la question de la formation, ça me semble essentiel. Et je pense, alors la formation, je pense que tu as raison, Patricia, depuis le plus jeune âge jusqu'à après. Mais je pense que dans cette formation, on doit trouver... Alors, c'est la formation à l'ouverture, à l'abandon de ces stéréotypes, mais c'est aussi, vu qu'on parle d'espace public, la formation à prendre en compte l'accès des femmes à l'espace public. Je veux dire, moi, j'enseigne une semaine entière, une semaine thématique à Fribourg sur les marchés exploratoires que vous évoquiez. Et on doit chaque année proposer un thème, et c'était la première année que je proposais. Et j'ai dit, c'est réservé aux étudiantes. Oh, c'était pas possible, ça a soulevé un tollé, c'est remonté jusqu'aux doyens, et les étudiants et les étudiantes n'étaient pas d'accord. On m'a dit non, mais non, nous, la question du genre, non, vous ne pouvez pas refuser l'accès à cette formation aux étudiants. J'ai dit, mais c'était volontaire, j'ai fait ça exprès, c'est pas par hasard. Je pensais qu'une discrimination positive dans ce cas-là, elle était nécessaire parce qu'en fait, encore aujourd'hui, les femmes, elles disent les choses différemment. Et je pense, j'ai lu un peu sur cette question de la discrimination positive, c'est la même chose entre les Noirs et les Blancs et en fait, tous les groupes qui sont minorisés, on s'exprime pas la même chose quand on est face aux dominants. Et je pense qu'il faut commencer par reconnaître ça pour faire le pas suivant. Et je pense que cette question de la formation, les marchés explorateurs, c'est juste un tout petit exemple. Bon, l'année d'après, j'ai fait avec les garçons. J'ai dit, alors vous les garçons, vous faites les rôles d'observateurs avec moi. Mais en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas bien marché. Voilà. Lorraine Coco? Oui, alors peut-être pour rebondir là-dessus, justement, un peu des exemples de ce qu'on fait avec 1700. C'est vrai qu'on a depuis assez récemment un nouveau projet dont on est assez fiers, qui s'appelle Wheels Squad. Et en fait, on a créé un groupe en non-mixité choisie, donc fermé aux hommes cisgenres, pour faire du skate et du roller. Parce que c'est vrai que, et j'en fais partie, c'est pour ça que je peux bien en parler. Mais moi aussi, j'en fais partie. Au sein de 1700, on était plusieurs à avoir fait, justement, étant enfant, du skate, du roller. Et justement, quand j'entendais à partir de 11 ans, c'est vrai que moi, j'ai vraiment juste du jour au lendemain arrêté de faire du skateboard et j'ai jamais vraiment su pourquoi. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, on a envie d'en faire, mais jamais on se sent légitime, jamais on ose entrer dans un skatepark rempli d'hommes
à torse nu, qui font du bruit et qui écoutent de la musique et qui vraiment ne laissent pas la place. Et donc, on a mis ce projet en place parce qu'on a la chance de connaître des hommes qui sont au sein de l'association fribourgeoise de skateboard et qui nous mettent à disposition leur skatepark fermé pour faire des sessions donc en non-mixité choisie. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça n'a pas été bien reçu par tout le monde. Et encore une fois, les hommes se sentaient exclus et ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas venir. Et à chaque fois qu'on fait ces sessions, il y a des hommes qui essayent de venir parce qu'ils n'étaient pas informés que c'était une de ces sessions en non-mixité choisie. Mais lorsqu'on leur expliquait qu'ils ne voyaient absolument pas pourquoi c'était nécessaire et qui disaient mais moi c'est pas un problème si des filles viennent faire du skate, et qui justement n'arrivent pas à comprendre que ça va plus loin que leur propre pensée et que c'est vraiment quelque chose de systémique et qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte des privilèges de domination qu'ils ont et qui justement n'arrivent pas à accepter et se sentent personnellement attaqués, plutôt que d'essayer justement d'un peu déconstruire, réfléchir et essayer de se demander pourquoi les femmes ne se sentent pas légitimes de venir faire du skate. Et un autre exemple assez parlant aussi, mais ça j'imagine que tout le monde en avait entendu parler quand il y avait eu justement cette grosse grève du 14 juin en 2019, il était ressorti la question de les hommes ne sont pas les bienvenus à l'avant du cortège pour les différentes manifestations. Et là aussi, encore une fois, les hommes s'étaient vraiment outrés de ne pas pouvoir être à l'avant du cortège parce qu'ils étaient là, mais on veut soutenir. Et encore une fois, je trouve que ça montre vraiment qu'il y a du chemin à faire pour une prise de conscience qu'en fait, on peut justement, on peut soutenir, on peut être allié, on peut être pro-féministe, on peut militer en tant qu'homme, mais pas à l'avant, et justement qu'il faut un peu comprendre comment c'est construit et comment aider d'une manière logique et légitime. Voilà. Patricia Goïta. Moi, j'ai toujours trouvé très drôle pendant toutes ces années académiques de voir des séances ou des meetings des hommes qui discutaient entre eux pourquoi les femmes, on n'avait pas accès à des postes de profs. Et j'étais toujours extrêmement fâchée parce qu'ils parlaient entre eux des choses qu'on devait être là, non? Ça, c'est une chose. Une fois, j'étais en 2019 dans une conférence dans les États-Unis et un prof extrêmement connu, il a lancé clairement la voie de dire « Oui, pourquoi les femmes architectes ne sont pas là? Qu'est-ce qu'on pourra faire ?» Moi, de façon spontanée, malheureusement, à mon âge, je ne veux pas changer. Je dis simplement, il faudra, pendant 10 ans, interdire tous les garçons à les universités d'architecture, alors le monde, il changera. Tout le monde m'a regardé. C'est clair, c'est une provocation. Mais pour dire qu'à un moment donné, il faudra avoir des idées radicales, marginales ou pas, mais il faudra en quelque sorte faire quelque chose, mais différemment. Parce que quelquefois, c'est un peu dur de voir toujours cet espace qu'il nous donne, c'est un espace de parole, mais après, il faudra en résilience, en silence, en action, continuer à travailler avec toutes ces femmes architectes qui sont en Suisse et qui font un travail fantastique, mais simplement, ils ne sont pas à la parole parce qu'ils ne sont pas à la lumière. Alors, moi, je suis pour avoir cette double stratégie. Si on a la parole, on peut dire qu'est-ce qu'on pense vraiment, et si on ne l'a pas, on continue à travailler en silence, dans les marginalités peut-être, mais en sachant qu'on peut les transformer dans des espaces créatifs, forts, radicaux, et qu'après, avec le temps, on espère que ça va créer surtout une diversité, que c'est ça le but, non? C'est surtout créer une diversité et une richesse, un espace inclusif pour tout le monde. Yves Rebaud, est-ce que vous voudriez répondre ou peut-être je fais juste une petite… Non, sûrement pas répondre. Voilà, parce que ce serait… Non, juste dire que ma préoccupation d'homme, c'est d'essayer d'éduquer les garçons autrement. C'est ça qu'on peut peut-être faire, c'est-à-dire de voir comment on peut éviter que dans la ville, il y ait tous ces lieux dans lesquels l'entre-soi masculin s'exprime et crée ces groupes de garçons dominants. Parce qu'on peut très bien aussi imaginer une éducation des garçons qui soit basée plutôt sur le théâtre,
la musique d'ensemble, la chorale, la danse, hein, et effectivement qui permettrait une éducation à la mixité et qui relativiserait ces tensions. Or, l'ensemble des dispositifs qu'on met en place et qui se reflètent dans l'architecture de la ville, comme des établissements scolaires, des établissements sportifs, eh bien, concourent à la construction à part des groupes de garçons et à la construction de cette virilité, hein, dont nous avons tant de mal à nous débarrasser. Donc, je pense que cette question éducative de l'éducation des garçons est essentielle. Je ne dis pas que l'important, effectivement, est de promouvoir que les femmes promeuvent leur liberté. Nous, de notre côté, d'une façon modeste, il faut aussi prendre en charge ces garçons pour éviter que ce deviennent de nouveau des enfants et des garçons dominants, virils, qui ont tous ces travers que vous dénoncez. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant, si on passe vraiment aux choses très concrètes, on a parlé des places de jeu qui doivent tendre vers des places de jeu non genrées, avec la fin des préaux où il n'y a que des jeux de balle, les garçons sur les jeux de balle et les petites filles à côté. Après, il y a aussi tout ce qui est côté mobilier urbain. Comment est-ce que la ville, en fait, discrimine aussi, j'ai envie de dire sans le vouloir, mais au final, il y a quand même des personnes qui y ont réfléchi. Donc, on a aussi ce côté où l'espace public est pensé pour un homme valide d'1,80 m, 1,80 m, pardon. Et après, donc on peut penser au mobilier, on peut penser à toute cette expérience de l'espace public. Mais après, il y a aussi tous les noms de rues, les statuts. Donc, par où s'y prendre, enfin, comment est-ce qu'on déconstruit un peu tout ça? Héloïse Roman. Alors, peut-être sur la question des noms de rue, parce que de nouveau, moi, je pense qu'il faut avoir la vision globale, il faut pouvoir faire les liens entre les différents enjeux. Et ensuite, à un moment donné, il faut penser des solutions multiples à différents niveaux. Et du coup, ça ne sera pas une seule et unique mesure. Alors, on a parlé d'éducation, de sensibilisation, enfin, d'éducation des filles aussi à l'affirmation de soi. On a parlé d'éducation des garçons, de déconstruction des privilèges, etc. Donc, il y a toute une série de mesures à plein de niveaux différents. Sur la féminisation des noms de rue, par exemple, pour mentionner une expérience qu'on a, qui est toujours en cours en ville de Genève, on a, et c'est un bon exemple du coup de partenariat à la fois avec des universitaires, à la fois avec des associations et à la fois avec une institution publique qu'est la ville. En 2018-19, il y a une association qui s'appelle l'Esquad qui est venue nous voir et qui voulait monter un projet autour justement du fait que les femmes sont sous-représentées dans les noms de rue à Genève. Et elles ont en fait travaillé avec des universitaires, des historiennes de l'Université de Genève pour réaliser 100 biographies de femmes qui remplissent les critères ou qui rempliraient les critères pour obtenir une rue à leur nom à Genève, c'est-à-dire être décédées depuis plus de 10 ans et avoir contribué à l'histoire locale, mais qui n'avaient jamais obtenu une rue à leur nom pour autant. Et du coup, elles ont créé ces 100 biographies et un projet de médiation autour, et on les a accompagnés dans ce projet qui a amené au fait que dans les rues de la ville ont été fixées ces 100 plaques violettes sous les noms de rues officiels, et il y avait des visites guidées, elles étaient organisées par quartier, et il y avait des visites guidées, il y a un livre qui a été publié, etc. Enfin, il y a eu toute une série d'actions de médiation là autour. C'était un projet temporaire, à la base pensé sur une année. Finalement, les plaques sont toujours dans les rues de la ville. Et puis, depuis, ça a ouvert la voie à une démarche de féminisation des noms de rues en ville de Genève, avec une première série de 10 rues qui ont été renommées pour prendre des noms de femmes en 2020-2021. Et puis là, on est à bout touchant de la deuxième volée de féminisation des noms de rues, avec une nouvelle série de rues qui vont changer de nom. Alors, on n'est pas sur nommer des nouvelles rues, on est sur renommer des rues qui portaient d'autres noms. Donc, c'est pas toujours simple comme processus et ça suscite aussi beaucoup de réactions. Mais là, on est vraiment dans une démarche très politique et très volontariste d'essayer de rééquilibrer un peu plus le pourcentage de noms de rues qui portent des noms féminins à Genève. Donc là, la décision sur la deuxième volet des noms de rue devrait arriver ces prochains jours, et c'est tout un processus parce que la ville doit déposer un dossier auprès du canton, il y a une évaluation, il y a toute une procédure de consultation des habitants et des habitantes, donc c'est un long processus, mais c'est un bon exemple de comment tout d'un coup une initiative associative militante qui
qui travaillent sur ces biographies, avec aussi l'apport académique, etc., et le soutien des institutions, tout d'un coup, ça ouvre la voie à une démarche plus permanente et plus définitive et à des changements très concrets. Mais c'est aussi un travail de longue haleine, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on est là-dessus et qu'on n'a toujours pas complètement rééquilibré la tendance et que ça prendra encore pas mal de temps pour qu'on arrive à avoir une proportion plus équilibrée de femmes et d'hommes dans les noms de rue. Mais c'est aussi important parce que c'est aussi des modèles, c'est aussi comment est-ce qu'on reconnaît en fait la place de chacun, chacune dans nos récits collectifs, dans notre histoire, et puis comment on donne, comment on met en avant des modèles pour les générations suivantes. Je crois qu'en Suisse, on est à peu près 1 à 3% de noms de femmes. 5 à 7. Oh, 5 à 7, c'est déjà incroyable. C'est parce que ça dépend si on compare avec les noms de personnes ou bien si on compare avec tous les noms de rue. En fait. Ah voilà, il y a aussi beaucoup d'exemples avec des saintes, etc. Mais si vous avez raté cet après-midi, en fait, à l'EPFL, donc dans la municipalité, enfin dans la commune, d'Écublanc, on a eu la chance aujourd'hui de baptiser 5 rues et 2 places au nom de femmes de sciences. Et bien sûr, c'est des femmes extraordinaires, mais j'imagine qu'un jour, peut-être, on aura aussi des places avec des femmes qui sont moins extraordinaires, mais qui sont tout autant extraordinaires par leur côté ordinaire, parce que c'est ça aussi, il y a aussi toutes ces initiatives sur Wikipédia avec les 100 femmes, enfin les 100 pages, où il y a des wiki-athons où les personnes cherchent des biographies pour justement célébrer des femmes qui ont eu des destins extraordinaires ou très ordinaires. Mais du coup, quand on parle de démasculinisation de l'espace public, on a aussi cette tendance à vouloir aussi imaginer une ville avec des préoccupations intersectionnelles, ça veut dire que toutes les personnes qui sont aussi précarisées dans la rue, parce qu'on a beaucoup eu cette tendance à penser que l'espace public, il y a beaucoup de personnes qui traînent, entre guillemets, dans la rue, et ce sont souvent des personnes migrantes, et on a cette image qui est totalement fausse, que c'est que ces personnes qui harcèlent, etc. Donc, est-ce qu'en démasculinisant l'espace public, est-ce qu'on ne va pas pousser ces personnes vers plus de précarité? Donc, ça, c'est un peu une question que je lance, voilà. Voilà, il n'y a pas de réponse, donc c'est une question ouverte. Je ne sais pas si Yves, vous avez peut-être une piste. Non, c'est une discussion que nous avons entre nous, chercheurs du genre, discussion à laquelle a participé ma collègue de Lausanne, non, de Genève, Marilène Liébert, beaucoup qui se préoccupait sur les lois sur le harcèlement, de la désignation du nouveau méchant dans l'espace public. Donc là, c'est un sujet toujours qui est toujours délicat. Alors là encore, moi je crois aussi au patient travail d'investigation qui consiste à montrer, lorsque nous avons fait une enquête en ligne et puis des études qui ont été suivies sur le harcèlement sur le campus de Bordeaux, de défaire ces représentations en montrant que les catégories de harceleurs étaient plutôt des hommes la nuit, disons, européens entre 30 et 40 ans, souvent pères de famille, qui se faisaient des adrénalines en suivant les... Voilà, donc je pense que là aussi, les chiffres sont importants pour défaire les croyances. Et après, on n'est jamais assez vigilant contre des politiques publiques à l'emporte-pièce qui veulent faire de l'audience et qui finalement ne se soucient pas des conséquences qu'elles peuvent avoir. On sait que l'extrême droite s'en est emparée, justement, en faisant ce qu'on appelle du fémonationalisme, voire de l'homonationalisme, c'est-à-dire en récupérant le féminisme ou la lutte contre l'homophobie contre les populations migrantes ou les religions. Donc, ça fait partie de nos protocoles, ne jamais accepter une croyance comme cela sans la débattre, voilà, et sans l'étudier. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, François Dupuis. Il y a une campagne en fait, de bancs relais en fait, en ville de Lausanne, donc pour les personnes qui avaient du mal à se déplacer ou les personnes chargées, peut-être avec des commissions, des enfants.
Et en créant ce réseau de bancs, on a aussi créé des zones de crispation ou de rassemblement de jeunes hommes qui voilà, occupaient l'espace. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire que c'était peut-être à double tranchant, puis qu'il fallait bien réfléchir voilà, aux impacts de multiplier ce mobilier en ville. Mais après, peut-être, une autre piste, c'est aussi de dire que ces personnes, en fait, elles n'ont aucun autre espace que celui-ci et que c'est d'autres formes de politiques publiques qui peuvent aussi résoudre ce genre de entre guillemets, problématiques, parce que justement, voilà, c'est très facile de mettre beaucoup, enfin, tout ce poids du sexisme général dans l'espace public, alors qu'on sait très bien que, voilà, comme on a dit, ça commence déjà à l'enfance. Patricia Guaita? Oui, mais je pense, par exemple, j'ai pas mal voyagé dans les Sud-Amériques. J'ai beaucoup travaillé au Brésil, en Sud-Amérique, ou même dans les espaces du sud de l'Europe, où l'espace public, c'est vrai que c'est un espace pour tout le monde, parce qu'il y a plus de précarité dans les maisons. Et alors, c'est vrai que les espaces publics, ils permettent beaucoup plus des activités, beaucoup plus de diversité. Et j'ai l'impression que peut-être il y a cette difficulté à accepter peut-être une diversité beaucoup plus grande. Je me rappelle la première fois que je suis allée au Chili, j'ai débarqué à Valparaiso juste avant de monter à la ville ouverte et il y avait ces places avec les marchés, les chiens, parce que j'ai dit waouh, et tout le monde était tranquille avec les chiens, les marchés, et voilà. Alors peut-être, moi je pense qu'il faut aussi un espace public beaucoup plus poreux, beaucoup plus divers, beaucoup plus naturel. Et c'est peut-être plus simple qu'essayer que tout soit parfaitement contrôlé. Et il faut peut-être éduquer simplement à nos jeunes, à nos enfants, à voir que le monde, il ne doit pas être peut-être parfait, sinon qu'on peut vivre avec cette diversité et ce respect pour les autres. Et voilà, moi je pense que cette notion de voyager ailleurs, ça peut aussi enrichir une conception différente, comme j'avais parlé avant Lina, non? Qu'elle est partie au Brésil européen et à la fin, elle était avec une liberté aussi parce qu'elle avait vécu deux cultures et ça peut aussi aider. Hein? L'espace public au sud de l'Espagne, c'est très différent qu'en Suisse. Oui, il y avait juste Héloïse Remond d'abord. Peut-être, pardon, juste un élément à rajouter aussi, parce que je trouve que sur la question des violences sexistes et sexuelles, du coup, c'est intéressant de réfléchir à partir de cet exemple-là. Et je pense que ça revient de nouveau à se décentrer un peu, à remettre de la complexité dans les réflexions et les argumentaires. Quand on parle de violences sexistes et sur la question du harcèlement de rue, ça s'est beaucoup posé. Hein, comment est-ce qu'on ne restigmatise pas des populations ou comment est-ce qu'on ne véhicule pas des discours, par exemple xénophobes ou racistes, en voulant déconstruire le sexisme, etc. Et une des pistes, c'est aussi de dire, en fait, il y a cette notion de continuum des violences, donc les femmes, les personnes LGBTIQ+, elles vivent en fait différents types de violences dans différents espaces de leur vie. Et donc, il y a un continuum dans les différentes formes de violences, des violences les plus banalisées, on va dire, jusqu'aux formes les plus graves que sont le viol ou le féminicide, etc. Mais il y a aussi un continuum dans les espaces où les violences sont vécues. Et le harcèlement dans l'espace public, c'est la rue, mais c'est aussi les lieux de pratique sportive, c'est aussi potentiellement l'arène politique, ça peut être le monde du travail, ça peut être les réseaux sociaux. Et en fait, en remettant cette complexité-là, on arrive à faire ce lien et du coup à peut-être désamorcer aussi des argumentaires qui stigmatiseraient certaines populations. Et puis de toujours rappeler aussi qu'il y a les violences dans l'espace public, mais encore aujourd'hui, un des espaces dans lesquels les femmes vivent le plus de violences, c'est l'espace familial et privé, et qu'on ne peut pas en fait traiter ces enjeux séparément en fait. Par contre, évidemment, on ne peut pas avoir de nouveau une seule réponse pour toute cette complexité-là, mais on peut faire des liens quand même, et c'est ça qui nous permet aussi d'éviter les raccourcis. Moi, je voulais juste apporter un témoignage. On a essayé de documenter ça. On a fait une petite capsule vidéo avec ma nièce qui a 25 ans. Ça s'appelle Chemin de femmes. Et en fait, on a constaté que
dans cet espace public, ceux qui restaient statiques, appuyés contre le mur, assis sur le banc, c'était les hommes. Et que, en fait, les femmes, dans l'espace public, elles font que bouger, que passer. Parce qu'en fait, si elles s'arrêtent, et a fortiori, si elles s'appuient contre un mur, on les traite de prostituées, on pense qu'elles sont là pour se vendre. Et ça, c'était frappant pour ces jeunes femmes de 25 ans. Et donc, par rapport à cette vision intersectorielle, si on stigmatise une population en démasculinisant l'espace public, je pense que le gap il est encore tellement grand à combler que ce risque-là, aujourd'hui, en tout cas, il n'existe pas. Je ne sais pas dans 10 ans, mais en tout cas, dans nos régions, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, c'est très différent, le vécu de l'espace public sur la place. Mais ici, à Genève, à Fribourg, on ne peut pas s'arrêter. Il y a Pauline Brulix qui fait la liste des 70 choses que les femmes elles font quand elles sortent, de la manière à s'habiller, au fait de garder le téléphone allumé, de mettre le sac devant, etc., etc. Donc, je pense que ce risque-là, il est pas encore là. Il faut déjà combler ce gap, d'oser, juste oser être dans l'espace public. Merci beaucoup. On arrive gentiment à la fin de cette table ronde et du coup, on va volontiers ouvrir pour quelques questions. Donc, si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous dans l'auditoire ? Pas vraiment une question, mais plutôt aussi une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'étais avec mon compagnon, on s'est promené, puis on est arrivé vers le Vortex, cet énorme bâtiment magnifique qui est dédié à des logements d'étudiants. Et il y a 3 jeunes garçons, enfin jeunes hommes, qui sont venus vers moi, puis mon compagnon, puis ils nous ont demandé, est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, alors j'ai trouvé ça remarquable à différents points de vue. Donc moi, je les ai identifiés comme jeunes du quartier, de la commune. Et je me suis dit, ben, visiblement, eux, ils m'identifient comme une personne qui sait ce qui se passe ici. Et donc, effectivement, j'ai pu les renseigner. Oui, ben voilà, c'est un bâtiment pour les étudiantes et étudiants de l'Université de Lausanne et les PFL. Et en termes bon, on parle de démasculinisation de l'espace, mais c'est vrai, il y a aussi l'espace, c'est aussi une question de classe sociale. Et d'arriver sur un campus universitaire, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui n'est pas légitime. Hein? C'est d'aller à l'université, si on vient d'une famille qui n'est pas universitaire, c'est vraiment pas évident. Et je le dis pour, en fait, un peu comme un mandat pour les PFL et l'UNIL, mais les PFL surtout. Je pense qu'on a une énorme chance avec le développement de l'Ouest lausannois. Toutes ces communes qui sont aussi beaucoup de communes enfin une population énormément diversifiée. Donc d'abord, on peut inviter tous ces gens à venir découvrir l'espace de l'EPFL et on peut surtout les inviter à venir découvrir un espace, une haute école mixte et diversifiée de femmes et d'hommes. Et d'où vraiment, je pense que dans la tête de la population vaudoise surtout, l'EPFL est encore tellement masculine. Donc, on a vraiment de démasculiniser l'espace de l'EPFL. C'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut le faire avec les communes autour, hein, donc vraiment dans une démarche véritablement intersectionnelle. Voilà, donc c'est ce que je m'espère pour nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même des remarques? Oui, alors. Ça va juste prendre un petit peu de temps pour les personnes qui ne voient pas. Bonjour, donc je suis en architecture en 2e année et je voulais savoir si vous aviez des conseils en fait par rapport à vos différents parcours pour en fait mon chemin futur et puis pour les autres étudiantes aussi. Peut-être des challenges que vous avez eus,
et comment vous les avez surmontés. Et donc, oui. Soyez inspirante. Oui, alors, d'abord, félicitations. Tu es déjà en 12e année, ça veut dire que tu es déjà architecte presque. Et moi, les seuls conseils que je peux te donner, c'est ce que j'ai dit à mes étudiants. Je pense qu'il faut absolument être conscient que tu es un être unique et que même si malheureusement, on n'a pas beaucoup d'exemples féminins dans les références qu'ils te donnent, non? Parce que c'est vrai que c'est très dur. Je pense que d'abord, il faut être consciente de ta peut-être différence. Je pense qu'il faut essayer de prendre beaucoup la parole. Je pense qu'un exercice que j'ai fait beaucoup avec mes groupes d'étudiants, si par exemple j'ai fait un groupe où il y a 3 garçons et une fille, systématiquement, je vois que même si la fille a fait tout le travail, c'est les garçons qui expliquent. Alors, moi, je suis un peu bestiale et je arrête les garçons et je donne la parole aux femmes. Alors, prends la parole. Et deuxième chose, je pense qu'il faut vraiment construire ta confiance, trouver ta légitimité. Et je pense qu'il faut, même s'il n'y a pas encore beaucoup de références, demander où tu peux trouver vraiment. Moi, à mes étudiants, j'essaie, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ceux qu'il y a sont très spécifiques, très spéciales. Je pense qu'il faut vraiment lire, te documenter et essayer de sortir peut-être des voies très dominante et aller vers les bordures et tu vas voir qu'il y a beaucoup de stratégies peut-être moins vues. Et après, je pense que surtout les grands pas, c'est quand tu vas rentrer dans la vie publique. Hein, et ça va être une autre chose, mais il faut y aller. Construis-toi, fais confiance, sois forte, sois authentique. Et voilà, on essaye d'ouvrir petit à petit. Désolée, j'ai pas fait mon mieux, mais j'ai essayé à fond. Mais moi, je crois totalement à les femmes et ça me brise le corps toujours. Tellement de femmes intelligentes qui finissent et qu'après, ils sont oubliés. Alors, courage. Moi, je pense qu'en fait, aller chercher des modèles inspirants, c'est bien. Pour moi, c'était Charlotte Perriand. Et ça, c'est une femme exceptionnelle qui a fait architecture, charpente, montagne. C'est elle qui a construit les arcs. Et je pense que ces modèles inspirants, tu parlais de Ellen Gray. Il y a cette magnifique bande dessinée maintenant qui est sortie, c'est top. Et moi, je veux dire une chose, le métier d'architecte, il est compatible avec une vie de famille. Patricia disait qu'elle avait 2 enfants. Moi, j'ai ai 2 aussi, ils sont plus grands que vous. Et ça va, les enfants, ils aiment l'architecture, ils aiment les maquettes, ils aiment les dessins. Moi, je sais pas, j'ai partagé avec eux. Alors, par contre, ils n'ont pas fait architecture après, hein, quand même. Mais je veux dire, c'est ce mélange entre la vie professionnelle et moi, je dirais décloisonner ça. Décloisonner le métier et la vie privée, c'est pas, ça s'arrête jamais à 6 heures, l'architecture, de toute manière. Mais en fait, mélanger les deux. Et oui, ils ont visité tous les bâtiments d'Alvaro Siza et tout ça. Et à la fin, ils aimaient, non? Et je pense que c'est possible de vivre en famille et de vivre sa profession. Je pense que si on est juge au tribunal, c'est plus compliqué. Mais l'architecture, ça permet l'ouverture à l'espace dans tous les sens. Je veux seulement compléter une chose. Toujours, je ne me sentais pas très légitime parce qu'en général, les femmes architectes qui sont en bureau, et ils sont toujours mariés avec un architecte. Toi, c'est toujours un couple. Et moi, mon mari n'est pas architecte, bon, voilà. Et quand je suis avec mon associé à Fribourg, il pense toujours que je suis mariée avec lui. Alors, c'est toujours étonnant. Il dit, lui, il n'est pas mon mari. Ah non, c'est pas vrai. Il dit, non, il n'est pas mon mari. Lui, il a une femme, moi, j'ai un mari, j'ai mes enfants. Ça veut dire qu'il faudra, en quelque sorte, pour moi, redéfinir qu'est-ce que c'est être architecte actuellement. Parce qu'il faudra retrouver des modèles actuel. Ça veut dire que pour moi, l'architecture, c'est comprendre la vie,
si je n'ai pas des enfants, c'est un choix personnel, mais pour moi, c'était important d'avoir des enfants parce que l'architecture, il y a ce côté anthropologique, j'avais besoin de comprendre la vie pour construire la vie. Alors, il faudra trouver des nouvelles échanges, des nouvelles pourcentages, comment est-ce qu'on peut faire sans avoir ce rôle de l'architecte comme vertical, maître, homme dédié 300% à la construction du monde. Alors peut-être qu'il faut le faire différemment. Alors peut-être c'est à vous à les questionner. Mais tu ne te laisses pas encasiller dans un rôle qu'il y a un groupe qui sont définis. Être architecte, ça peut être très large, très varié. Et alors, essaye de trouver qu'est-ce que c'est le mieux pour toi. Sois libre aussi dans soi. Mais go! Merci beaucoup sur ces belles paroles. On doit mettre fin à cette table ronde, mais j'ajouterais aussi que n'hésitons plus à se tromper en tant que femmes, à nous tromper, à aussi venir à des réunions non préparées, à prendre la parole et interrompre nos collègues en n'étant pas préparés. Donc voilà, mais c'est vrai que merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette table ronde. C'était très, très inspirant avec plein de choses concrètes aussi. Merci Yves Rebaud, merci François Dupuis, merci Lorraine Coco, Héloïse Remond, Nicole Surchavial et Patricia Guaita. Merci aussi au Bureau Égalité des Chances qui a organisé cette table ronde. Et puis, concrètement, soyons aussi dans la marge, soyons fiers d'être dans la marge. Et puis, place aux femmes, mais aussi faisons place à nos avenirs et nos rêves. Et puis, une architecte qui a été célébrée aujourd'hui, c'est Flora Rucha-Roncati, qui a sa place maintenant. Donc, l'esplanade du STCC s'appelle maintenant la place Flora Rucha-Roncati, qui a eu elle-même 2 enfants et qui sont absolument des femmes aussi incroyables qu'elle. Donc, il y a aussi une descendance. Mais du coup, pour faire la suite à la journée, à 17h45, il y a une table ronde au forum, donc au Rolex Learning Center, au forum. Puis, il y aura à 19h15 un spectacle d'humour, donc de Nathalie Devantet, toujours au forum. Et ensuite, ce sera la clôture avec, à 20h30, la projection du film Mustang, toujours au forum. Et puis, toute cette journée est enregistrée, donc elle sera aussi disponible sur Internet. Donc, merci à toutes et tous et joyeuse journée internationale des droits des femmes.